que très tôt dans ma carrière, s'est imposée à moi une question qui était comment accroître la production, parce qu'il faut accroître la production, parce que la population mondiale augmente et qu'il faut la nourrir, et comment le faire sans brutaliser les écosystèmes et brutaliser l'environnement, comment conserver un environnement sain. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à traiter cette question. Mais je me suis remotivé fortement à partir de 1992 et 1994-95, à l'occasion du sommet de la Terre de Rio, où ces problèmes ont été posés. Et puis en 1995, nous nous sommes rendus compte, dans plusieurs organismes de recherche, que toutes les grandes régions du monde qui connaissaient une agriculture moderne, très productive, connaissaient en même temps un plafonnement des rendements. C'est-à-dire qu'on voyait historiquement la courbe des rendements monter, par exemple la courbe des rendements en blé en France, et puis petit à petit, un plafonnement. Et ce plafonnement est inquiétant, il continue, mais dès 1995, on s'en était rendu compte et on s'est dit, qu'est-ce qui va se passer si la population mondiale continue à augmenter et si les rendements des meilleures régions agricoles du monde vont plafonner? Il va se produire quoi? Des famines. Nous en étions persuadés en 1995, et puis les famines ne sont pas produites. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'autre chose, c'est que les stocks mondiaux de céréales se sont réduits petit à petit. Et puis un jour, on s'est rendu compte, à l'occasion d'une sécheresse de 2 années de suite en Australie, c'était 2007-2008, on s'est rendu compte qu'il y avait presque plus de stocks mondiaux de céréales, et donc les prix ont augmenté. Et la spéculation internationale s'est mise sur cette opportunité et les prix ont monté en flèche. Comme antérieurement, les prix du pétrole avaient monté aussi, ainsi que les prix des engrais, ça a été tout un nouveau paysage économique autour de toutes les agricultures du monde. Mais, alors donc, on l'a vu aussi bien pour l'agriculture française, l'agriculture européenne, mais toutes les grandes agricultures ont eu ce bouleversement. Mais bien plus grave, 30 villes dans le monde se sont mises en rébellion parce que du jour au lendemain, le prix de l'alimentation humaine avait doublé ou triplé. Donc, en fait, pour la première fois, nous avons vécu, il y a 5 ans, une pénurie mondiale de céréales. C'est un événement considérable qui fait que, à nouveau, pour moi, la question se reposait. Comment accroître significativement la production agricole dans le monde, un peu partout? Et l'agriculture française est concernée. Rappelez-vous cette phrase de M. Pisani qui disait que pour nourrir le monde, toutes les agricultures du monde seront nécessaires. Donc produire plus et en même temps, avec une obligation, respecter l'environnement. Alors, nous avons repris notre travail. Alors, il y avait quand même, depuis 1992, un certain nombre de travaux qui avaient été faits, non pas en France, mais au Brésil, en Amérique latine, un petit peu en Asie, avec en Asie des applications intéressantes de la lutte biologique, qui étaient des méthodes alternatives utilisant moins de pesticides. Et puis, surtout au Brésil, on avait vu un monsieur anglais qui s'appelle monsieur Landers, et puis ensuite des collègues du CIRAD, développer ce qu'on appelle le semi-direct sous couverture végétale. Pas simplement semi-direct, mais avec des mulches, des cultures, avec des épaisseurs de mulch mort protégeant le sol. Alors toutes ces petites innovations, quand je dis petites, c'est quand même quelquefois des millions d'hectares qui sont en jeu, ont commencé à nous faire changer d'avis sur ce que l'on pouvait faire. Alors pourquoi ça a été difficile de changer d'avis? Je vais venir au point tout à l'heure. Parce que nous avons été tous élevés avec une conception qui est la même de la grande transformation agricole des années 50. Nous avons appris que pour obtenir des bons rendements en culture, il fallait des semences de qualité, il fallait faire un labour profond, il fallait faire un bon travail du sol, une bonne préparation du lit de semences, qu'il fallait mettre des engrais en doses importantes, échelonnés, qu'il fallait une protection phytosanitaire abondante,
qu'il fallait, pour bien préparer le sol et faire toutes les actions prévues aux itinéraires techniques, une motorisation conséquente, une belle mécanisation de plus en plus sophistiquée, qu'il fallait obligatoirement emprunter des crédits de campagne, que finalement il y avait un seul modèle, et ce modèle s'appliquait à l'échelle mondiale, et qu'il fallait simplement adapter le modèle aux conditions particulières locales, géographiques locales ou des parcelles. Et nous nous sommes rendus compte que tout ça transformait profondément les écosystèmes, que des parcelles de centaines d'hectares d'une seule culture, d'une seule variété, entraînaient des pullulations considérables d'un certain nombre de ravageurs qui, dès lors qu'ils ont devant eux un boulevard pour se développer, en profitent. Et donc le seul moyen que nous avions pour contrôler d'énormes populations de ravageurs, c'était une escalade, une guerre totale grâce aux insecticides, aux pesticides, etc. Et puis petit à petit, nous nous sommes rendus compte que ça posait une question environnementale difficile à résoudre. Mais comment trouver une solution quand on a toujours vécu, vous agriculteurs, les techniciens, nous chercheurs, avec ce même modèle? Alors certains pensaient qu'il fallait retourner au passé. Bon, tout ça ne permettait pas de répondre au problème planétaire de la nécessité de produire plus avec moins d'atteinte à l'environnement. Alors en 2008, nous nous retrouvions avec peu de solutions, mais avec une problématique aggravée. Pourquoi aggravée? Parce que nous avions compris, avec les prix élevés du pétrole, que ce n'était que le début et qu'à long terme, le pétrole, le gazole, donc, coûterait de plus en plus cher. Et donc que la facture mécanisation, motorisation coûterait de plus en plus cher dans les exploitations agricoles. Donc ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives. Et la première chose qui vient à l'esprit, c'est la dépense énergétique considérable qui est due au labour, pour ce qui concerne les cultures. Je parlerai un petit peu d'élevage après. Deuxièmement, on s'est rendu compte que les prix des engrais azotés suivraient le prix du pétrole, puisque les engrais azotés sont fabriqués à partir de gaz naturel et que le gaz naturel est indexé sur les cours du pétrole. Donc, la fertilisation azotée coûterait plus cher à l'avenir. Pas immédiatement, mais enfin, il peut y avoir de temps en temps des sauts importants de prix. Les phosphates, eh bien, on s'est rappelé que les phosphates étaient limités, c'était des gisements limités à l'échelle de la planète. En fait, il y a beaucoup de petits gisements, et il y a deux pays qui ont des gisements considérables, la Chine et le Maroc. La Chine a l'intention de garder ses phosphates, parce que la Chine est le seul pays du monde qui considère son développement à l'échelle séculaire. Et passer de 1,3 milliard d'habitants actuellement à 1,7 milliard qu'ils seront au maximum de leur population vers 2050-2060, pardon, ça leur pose un problème agricole et alimentaire difficile parce qu'ils sont persuadés qu'ils devront importer beaucoup. Donc, garder les engrais, les phosphates, pour eux, est une option stratégique. Et le Maroc va essayer de vendre son phosphate le plus cher possible et le plus longtemps possible, aussi sur longue période, puisque c'est la seule ressource, ils n'ont pas de pétrole, c'est la seule ressource qu'ils ont à vendre sur le marché mondial. Donc ce sont des mauvaises nouvelles aussi sur les prix des engrais phosphatés. Donc, travail du sol à long terme remis en cause, fertilisation chimique remise en cause. Ensuite, il y a bien sûr les phytosanitaires. Alors les phytosanitaires, ce n'est pas la peine d'en parler beaucoup. Vous savez quel est le niveau d'opposition qu'il y a dans la société contre l'usage de ces phytosanitaires.
surtout sur les productions légumières et sur l'arboriculture. Mais le Grenelle de l'environnement et les lois du Grenelle de l'environnement ont tranché. Il y a un certain nombre de molécules qui vont disparaître et posent des problèmes de substitution. Donc, c'est une contrainte de plus. Il y a aussi d'autres contraintes qui arrivent avec le changement climatique. Contraintes pour certains, opportunités pour d'autres. Contraintes parce que, vous l'avez très bien compris, parce que tout ça est largement diffusé dans les médias et notamment dans la presse agricole, il y a des risques de sécheresse. Pas des sécheresses gigantesques, mais des sécheresses à des mauvais moments. Par exemple, au moment de la montaison des céréales. Des sécheresses d'automne, il peut y avoir aussi. Il peut y avoir des canicules accompagnées de sécheresses. Et la prévisibilité interannuelle est pratiquement impossible. Si bien que la seule solution, c'est une solution d'adaptation au pire qui puisse se produire, en espérant que ce ne sera pas le pire qui se produira, mais des situations meilleures. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Il va falloir apprendre à mieux gérer l'eau, aussi bien l'eau de ruissellement que les eaux d'infiltration, les eaux des nappes, de façon plus conservatoire. Et puis, il y a encore d'autres problèmes qui arrivent, notamment la variabilité, sinon la volatilité des prix agricoles. Alors, ça s'explique par le fait qu'il y a une libéralisation à l'échelle mondiale des prix agricoles. Mais cette volatilité, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle va s'accentuer. Alors les légumiers, s'il y en a parmi vous, savent très bien ce que c'est que déjà une volatilité des cours. Ils y sont habitués. Mais pour l'agriculture, ça va être une autre affaire qu'une volatilité générale, que celle d'une volatilité générale. Pourquoi il devrait y avoir plus de volatilité? Eh bien, les marchés seront de plus en plus des marchés mondiaux. Les parts échangées sur le marché mondial seront de plus en plus importantes. Pour le moment, le marché mondial représente 10% de ce qui est produit à l'échelle de la planète. Mais les Chinois, les Indiens, le Maghreb, le Moyen-Orient vont devoir importer de plus en plus de nourriture parce qu'ils n'ont pas les ressources pour produire. Donc il va y avoir de plus en plus de matières premières agricoles échangées sur les marchés. Donc les prix internationaux vont déterminer les prix nationaux. Et comme, par ailleurs, la courbe de population monte et la courbe d'offres va essayer de suivre la courbe de population, avec de temps en temps un dépassement, un petit peu d'excédent, et de temps en temps un peu de déficit, eh bien le peu d'excédent jouant sur des montants considérables risque de faire apparaître des surproductions et donc des baisses de prix, et le peu de déficit jouant sur des montants considérables, peut faire apparaître des montées de prix importantes. Plus de la spéculation internationale s'ajoutant à ça, donc nous allons vers plus de volatilité. Donc vous voyez que les prix du pétrole, les prix des deux principaux engrais, la volatilité des prix, le changement climatique, la difficulté avec l'eau qui risque de manquer et les phytosanitaires avec des molécules qui seront un peu plus rares, ça nous met dans une situation potentiellement difficile. Alors, je vous rassure, ce n'est pas demain matin, comme je disais tout à l'heure, que tout ça va se produire, mais il peut s'en produire un peu tout le temps. Par exemple, on peut attribuer au changement climatique la mauvaise année climatique que nous avons connue l'an passé. De la même façon pour l'année 2003 avec la canicule. Mais 2008 était une année particulièrement significative du point de vue de l'accroissement du prix des engrais, des engrais et du gazole, de l'énergie. Et il se peut qu'une autre année, ce sera deux facteurs, comme l'on dit, globaux, de variabilité globale, qui jouent en même temps.
ou peut-être 3. Peut-être le changement climatique, peut-être des prix des céréales qui seront très bas et peut-être des prix des engrais qui seront hauts. Donc, et puis il peut y avoir des années bénies où tout se passe bien. Et ce n'est pas parce qu'une année ou 2 années de suite, ou même 3 années de suite, ça se passera bien, que pour autant, la situation des années suivantes sera aussi bonne. Vous voyez, on ne pourra plus faire de prévisions. Alors, le modèle dont nous avons hérité de nos parents, avec le pétrole pas cher, il n'était pas rare, donc il n'était pas cher, les engrais pas chers, la mécanisation pas chère, donc le labour, les engrais, les phytosanitaires,